moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, on parle de nous, on parle des histoires de vie, on parle des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va débattre, qu'on va commenter dans le respect. Merci la team, merci à vous tous qui n'hésitez pas à faire ce joli travail, à commenter, à encourager toutes ces personnes qui se sont ouvertes à nous, qui nous ont livré leur intimité. C'est le but de la chaîne. Quand on partage son histoire, on aimerait être encouragé, commenté. Comme aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman, Maman Lina Merci. C'est une maman de la team, c'est une dame. C'est une maman qui partage son histoire pour nous éveiller et aussi pour nous dire comment elle est désagréablement surprise. Et elle me dit, Kabibi, en plus, en écoutant tes histoires, je commence à me demander si je dois changer ma façon de voir les choses jusque dans la famille. Je vais te parler de l'histoire de mon mari, mon propre mari, avec qui je suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé là, à Noël. Quand on dansait là, Noël, on fêtait Noël. Et il vivait un scandale. Pour elle, c'est un scandale. Pourquoi? On va aller déjà dans la vie de Maman Lina. Elle est née au Congo-Kinshasa, c'est une maman congolaise. Elle est née à Kinshasa même. Elle dit qu'elle est née d'une famille assez stable. Ses parents, ils s'en sortaient bien dans la vie. Ils ont évolué sans problème. Elle a été bien éduquée et tout ce que tu veux. Pour elle, elle avait rencontré l'amour jeune. Le premier garçon qu'elle a rencontré, il a beaucoup aimé. Ils ont commencé leur relation à 16 ans. Elle avait 16 ans. Dans leur quartier, ils ont évolué, ils se sont aimés et tout ça, copinage, jusqu'à l'âge de 22 ans. Ce garçon-là, après sa famille, il l'a envoyé en Europe. Il était parti en Espagne. Donc, il arrive en Espagne, il vit là-bas et tout ça. Elle est restée au Congo, la fiancée fidèle. Elle continue à aller voir sa famille et tout ça. Elle a tapé 5 ans au Congo. Pendant cette période-là, il n'y avait aucun engagement. Elle ne savait pas si elle était la fiancée ou elle devait seulement attendre d'aller vite. Elle dit, Kabibi, donc, ça veut dire que moi, je l'avais attendu parce que je l'aimais beaucoup. Il m'appelait de temps en temps. À l'époque, là, c'était les courriers, les choses comme ça qui venaient. Là, il va me faire venir en Espagne. C'est battu. Pan, Kabibi, je suis venue en Espagne 5 ans après son départ à lui. Quand j'arrive en Espagne, j'ai presque 30 ans. Donc, je commence la vie tard. On fait les enfants et tout ça, procédure. On s'est mariés en Espagne. On fait 2 enfants. Après le deuxième enfant-là, Kabibi, mon mari, a commencé à sortir avec une Congolaise en Espagne, à Barcelone. Il commence à faire les va-et-vient tout le temps. Il part là-bas, il revient, il commence à me mentir. Donc, je remarque que nous sommes 2. Je commence les problèmes parce que lui, il m'a connue à 16 ans. C'est comme mon frère. Il est comme tout ce que je connais dans la vie. Je le prends très mal, je le supporte très mal. Avec le temps, quand je me renseigne, en fait, mon mari là, il m'avait déjà abandonné à Kinshasa. Il vivait avec cette fille-là. C'est la fille qui l'a déçu. C'est pour ça qu'il m'a fait venir. Donc, quand j'attendais les 5 ans là, c'était parfois, ça donnait, parfois, c'était comme s'il voulait, comme s'il ne voulait pas. C'est pour ça que je me demandais si je devais continuer ma vie. Il sortait avec cette fille-là. Ils ont fait un enfant. Mais quand ils ont fait l'enfant, il avait un doute si c'était son enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre.
Donc, ça s'est très mal passé. À cette époque-là, c'était apparu que ce n'était pas son enfant. Donc, sous la colère et la pulsion, il a décidé de me faire venir moi. Quand moi je viens, on habite dans une autre ville. On n'est pas à Barça, on n'est pas à Barcelone. Donc, moi, je ne connais pas l'histoire. Je ne sais même pas que lui, il habitait à Barcelone avant. C'est comme s'ils se sont séparés. Il est parti faire 1 an dans la ville où moi, je l'ai trouvé. Donc, quand moi, j'arrive, je le trouve avec les amis de cette ville-là. Je ne sais pas que lui, il a une histoire à Barcelone. On commence la vie. On accouche nos 2 enfants. Après, il s'est remis avec cette fille-là. Moi, je viens découvrir qu'il a une copine. Quand je commence le problème, c'est quand on me dit que non, c'est toi qui es la deuxième, c'est celle-là qui est la première. Ils ont même un enfant. Quand je demande au mari, le mari, ni. Quand je fais les recherches, j'appelle la fille et tout ça, je menace et tout. C'est comme ça que la fille vient me dire que moi, j'ai volé son mari. Bref, c'était une situation compliquée. On s'est pris la tête et compagnie. Ça a commencé les problèmes. Il s'est permis maintenant d'aller lui faire un enfant en vrai. Parce que le premier là, on ne sait pas si c'était vrai ou faux. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment déçue. Moi, j'ai divorcé à l'âge de 40 ans. À 40 ans, je n'en pouvais plus. L'Espagne même, ça me compliquait. Je n'avais pas l'argent, j'étais tout ça. J'ai serré les cœurs. J'avais mes cousines qui étaient déjà montées à Paris. J'en avais en Belgique et tout ça. Elles m'ont dit, viens même en Espagne, tu souffres là-bas pour rien. Ils jouent avec toi. Imagine, j'ai quitté l'homme de ma vie. L'homme que j'ai connu à 16 ans, je l'ai quitté à 40 ans. À 40 ans, j'ai fait 24 ans de vie avec lui. J'ai quitté à 40 ans, je suis venue en France. Tout était nouveau pour moi. La vie sans lui, sans lui parler. C'est comme si j'étais veuve. C'est comme s'il était mort. Et maintenant, lui, il avait l'interdiction de me parler parce que cette fille-là l'avait interdit. En fait, cette fille-là, quand il m'avait pris, la période que moi je faisais des enfants, elle avait continué sa vie. Elle avait tapé 2 autres enfants. En fait, la fille, elle avait 4 enfants. Un enfant avant lui, un enfant soi-disant avec lui et 2 enfants après lui. Et puis, quand elle a récupéré, elle a fait un 5e enfant maintenant avec lui. Quand moi je suis partie, il est parti s'asseoir là-bas, s'installer chez elle, soi-disant il a 2 enfants avec elle. Le papa de ses enfants qui est retourné au bercail. Donc, quand il rentre chez la fille lui interdit de communiquer avec moi. Moi, j'ai fait mes clics et mes claques, je vais en France. Donc, déjà, nous ne sommes plus dans les mêmes pays et la fille aussi ne veut pas. Ça veut dire que moi, quand j'arrive en France, je ne suis plus en contact avec le père de mes enfants. Je suis seule avec les enfants en France, avec ma famille. J'ai galéré parce qu'il fallait trouver l'amour, il fallait trouver la maison, il fallait trouver le travail, C'était compliqué. Mon avantage est que j'étais espagnole. Donc, j'habite en France, j'ai le droit au travail et tout ça. Je me bats à Paris, je m'installe. Quand je m'installe, je commence à frotter les yeux. J'ai rencontré l'amour à 44 ans. 44 ans. Je rencontre un monsieur aussi qui, lui, il est monsieur, quoi. Il est déjà dans la cinquantaine passée. Donc, il m'aborde, je dis, bon, moi, ça me convient. Hein. C'est pas aussi comme si je cherche un petit gigolo. Ça me convient. On commence à sortir. Kabibi, tu t'imagines que mon fiancé, là, le monsieur qui me faisait les avances, on sort, je vais chez lui, je cuisine, il sait que j'ai 2 enfants, tout se passe bien. Il travaille, il a les papiers en France. Un bon tonton, quoi. Maintenant, quand les choses commencent à devenir sérieuses, on se convient qu'on n'aura pas d'enfants. Tu vois, moi, j'ai 44 ans, bon, j'ai plus trop d'espoir et puis je n'en voulais pas. Et lui non plus. Il dit que non, lui, il a déjà les grands enfants. Il a même déjà une fille qui est mariée et tout ça, il ne veut pas d'autres enfants. Il a une fille qui est mariée au Congo. Il m'explique un peu sa vie. Ici en France, il a sa sœur, hein, sa grande sœur, qui est en Belgique, qui s'appelle Maman Hélène. Elle, vraiment, Maman Hélène, là, elle a des enfants qui ont déjà grandi en Belgique. C'est sa grande sœur, donc sa grande sœur vers les 60 ans. Elle a des enfants qui ont grandi en Belgique. Lui, il a déjà les 55 ans. Et puis, il y a encore la plus grande qui s'appelle Maman Yolande, Maman Yoyo. Maman Yoyo, elle, ils appellent ça Maman Générale. Maman Générale. J'ai compris que Maman Générale, c'était la femme d'un général. Donc, il a la famille en Belgique. Et puis, c'est à Paris, il a les cousins lointains, hein, les gens, genre famille. Donc, on commence à se fréquenter, on sort ensemble comme ça pendant 1 an. C'est lui qui m'a fait la fête des 45 ans sous le bateau Mouche. Vous voyez, le bateau parisien, là. C'est là que j'ai fêté mes 45 ans. Nous deux, hein, tête à tête, on a mangé, on m'a chanté joyeux anniversaire et tout. C'était vraiment bien, il m'a offert des trucs et tout. Un homme vraiment amoureux, un homme qui a envie de se reconstruire. Il m'a raconté sa vie un peu. Bon, on va aller maintenant dans sa vie. Maintenant, le problème est que quand il a rencontré, ils ont fait 1 an,
Ils ont décidé de se mettre ensemble. Elle lui a dit, moi, venir seulement quitter avec les enfants, venir m'asseoir chez toi ou toi venir chez moi, c'est mieux que tu m'épouses. Tu vois, moi, je suis restée dans les règles, dans les normes longtemps. Les enfants ici, je veux qu'ils grandissent bien. C'est toi qui es vieux, mais les enfants sont petits. Moi, je veux qu'on soit papa, maman, monsieur, madame. Tu as des l'âge, moi aussi. Je ne vois pas, c'est qu'on va attendre. Il accepte. Mais un jour, il me sort et me dit, oh non, pour que je t'épouse, il faut que tu ailles en Belgique, que tu ailles voir quand même maman Hélène et maman Yo-Yo pour qu'elles t'apprécient aussi, quoi. Je dis, hein? Répète, hein? Il dit, non, tu vois quand même, bon, moi je suis un garçon, comme je t'avais dit, je suis parmi les plus petits chez nous. À 55 ans. Ouais. Donc, moi j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie. Je souhaite que, avant de me mettre avec une femme, que mes grandes sœurs me donnent quand même leur point de vue. J'ai failli tomber. J'ai dit, le papa ici a dit quoi? À 55 ans, tes grandes sœurs doivent te donner leur point de vue. Donc, si tes grandes sœurs disent que je ne suis pas une bonne femme, tu me laisses. À 55 ans, parce qu'elles vont payer ton mariage, elles vont te donner l'argent des locations pour vivre avec moi, elles vont faire quoi? Mais ça, c'est quelle base ça? Oh non, c'est compliqué, tu ne peux pas connaître. On a déjà eu des victimes dans la famille. Nous, on a maintenant notre façon de marcher dans la famille. Hein? Comme on s'est convenu, c'est comme ça. Il faut que tu rencontres déjà quand même mes grandes sœurs là, en espérant que ça se passe bien. Je ne vois pas pourquoi ça va mal se passer. Tu es une fille bien, moi-même je t'apprécie. Moi, je vais bien parler de toi, mais je sais que les capacités que tu as, comme je te vois, ça va bien se passer. Il faut que tu ailles voir mes sœurs. Elle dit, ok, on part alors. On est parti en Belgique. Quand on arrive là-bas, on est à l'hôtel, hein, on est logé, on prend un appartement. Je dis, je ne peux pas aller habiter chez tes grandes sœurs, je ne les connais pas. On arrive, on est installé, tout ça, vous allez venir. On part chez maman Hélène. Maman Hélène, elle habite en maison, aussi en Belgique là-bas. On arrive, bonjour, bisous, tout ça, et bon petit, et tout ça, elle le dérange. Tu vois vraiment que lui et maman Hélène, hein, ils sont complices, ils sont petits. C'est tiens, ma chérie, la tiens comme ça et tout ça. Ils ont rigolé et tout ça. Elle m'a bien dit, c'est toi, tu bois la bière? Ah, buvons la bière toi aussi. C'est la Belgique, on boit la bière et tout ça. Elle m'a animée. Bon, j'ai compris que, la grande sœur là même, elle est cool. Ah, et tout ça. On reste dit, ah, mangeons d'abord la semoule, hein, avant qu'on aille chez ma Yo-Yo là-bas. Chez ma Yo-Yo là-bas, on ne sait pas si on va manger. Elle est en train d'animer. On y parle et tout ça, on a rigolé. Elle a cuisiné, on a mangé. Avec ma Hélène, tu vois vraiment qu'elle est cool. Une bonne tata de Bruxelles. On termine. Ma Hélène a la voiture. Elle nous charge dans sa voiture. On part chez maman Yo-Yo. Maman générale. Quand on arrive là-bas, c'est aussi en maison. On arrive chez ma Yo-Yo, mais tu vois que quand vous arrivez déjà à la grille, et tous ils changent d'attitude. Ils sont comme s'ils sont stressés. Chacun a deux musiques animées comme ça à la maison. Elle est devenue sérieuse. Donc, ils arrivent là-bas, c'est pas les mêmes bonjour. C'est pas comme ça. Hein? Bonjour, Mario. Bonjour. Les bisous tranquilles là. Bonjour, bonjour. Hein, il me présente directement. Hey, Mario, je te présente ma fiancée Lina. Ah, bonjour. Elle me donne la main. Ah, je dis, ah, bonjour, maman. Bonjour. Ah, entrez, entrez. Ma Yo-Yo, là, quand on entre, elle a les 70 ans. Hein? Elle n'est pas vers 70 ans. C'est une maman, quoi. Quand tu la vois, vraiment, tu vois qu'elle est maman. Entrez, on entre. Tu vois, les maisons, tu vois, les maisons où tout est parfait, là. Chaises, c'est fauteuils. Salle à manger, c'est salle à manger. Tu vois qu'on avait dépensé l'argent pour acheter. Tout est rangé, tout est propre. Les maisons que tu n'as pas envie de parler fort. Ce genre de maisons-là. On entre dans les maisons. Une atmosphère pesante, une atmosphère sérieuse, une atmosphère qu'on ne rigole pas ici, c'est garde à vous. Ou garde à vue là, entre les deux. Et ça s'est là-bas au salon. Ma Yo-Yo, hein, ça va? Alors Hélène, ça va depuis que tu m'avais appelé mercredi là. Ah, ma Yo-Yo, après, j'avais si c'est le travail, si c'est le rendez-vous. Ah, moi aussi je suis là. Je ne suis même pas sortie depuis lundi. Ah, vous êtes arrivé quand? Donc tu vois des conversations logiques. Logique, vous voyez un peu les gens de vous voyez les gens des maisons, on vous met même les photos. Hein? On vous donne les photos des enfants, des petits-enfants. Ah, regardez l'enfant de Kabibi, elle va accoucher. Ah, ah bon, elle, Kabibi, elle habite où? Maintenant, elle est à Montréal. Vous voyez un peu les gens des conversations là, bizarres là, des familles. C'était ces gens. Maintenant qu'elle regardait la ma Hélène là, comme elle les avait animés, elle leur a donné même la bière. Et son fiancé, Guylain, il dit, la maman, il s'est qui? Elle te sort seulement dans les jeux. Alors, Lina, toi, tu fais quoi dans la vie?
Ah, maman, je fais seulement le travail de Paris, là. Moi, je suis à l'intérim. Parfois, je fais ça. Ah, il faut travailler. Une femme en Europe, ce n'est pas comme au Congo. Hein. Nous, à notre temps, ce n'était pas important. Même ils savent, leur beau-frère, c'est un général. Nous, à l'époque, là, on n'avait pas besoin de courir comme vous dans les métros. Hein? Maman, qui t'a dit que moi, je cours dans les métros, j'ai la voiture. Ah, maman, c'est l'Europe. Toi, tu as quel âge? Ah, c'est moi comme... J'ai quel âge? Je ne pouvais même pas mentir. Non, maman, j'ai 45 ans. Ah, on t'a pas marié jusqu'à 45. Eh, non, maman, j'étais mariée, mais après, ça n'a pas... Ah bon? Tu es déjà divorcée? Donc, toi, tu ne supportes pas les mariages. Non, maman, ce n'est pas que je ne supporte pas, c'est une longue histoire. Ah, vous, les filles de l'erreur, vous êtes toujours comme ça. Vous avez des cœurs en plastique. Maintenant, c'était une longue histoire avec celui-là. C'est avec Guylain que ça sera une histoire comment. Tu es prête à supporter Guylain? Ah, maman, ça fait déjà 1 an que je suis avec Guylain. Tout se passe bien, il n'y a pas à supporter, on s'entend. Ah, ça, c'est notre petit frère, hein? Comme lui-même, il t'a dit. On compte sur lui dans la famille. Ils ne sont pas plusieurs. Chez nous, il y a beaucoup de filles. Tu avais expliqué, non? Oui, oui, maman. Donc, c'est quoi vos projets alors? Tout ça là, on me pose, c'est à moi. Tu es assis dans un salon. Guylain, c'est comme s'il ne respire plus. Maëlle, calme. Donc, toutes les questions là, c'est à moi qu'on pose. Quand Bibi, à mon âge, j'ai commencé à tourner les doigts. Une maman, j'ai déjà accouché. Je connais l'ambiance, j'ai 45 ans. Donc, je me suis sentie intimidée par la maman là. J'ai commencé à tourner ma bague. Le projet, c'est seulement comme Dieu va nous guider. Comme on avait dit, on commence d'abord par vous, les grandes personnes, pour venir exposer notre projet comme ça. Parce que nous, on voulait déjà entamer les étapes supérieures, maman, de se marier, comme ça fait quand même longtemps. Longtemps, c'est combien de temps? Bon, maman, ça fait déjà plus qu'1 an, non, maman, tu vois, en Europe, c'est déjà beaucoup. Parce que, donc, après 1 an de relation, tu te sens capable de les supporter. Habibi, question-réponse. La maman l'a massacré, que j'ai transpiré, tout ça là. On m'a même pas encore proposé le Fanta. On est assis. Après, elle dit, Hélène, regarde un peu, il y a les sucreries là-bas que tes neveux avaient acheté ici. Tu vois quoi? Maman, tu peux même dire miding là-bas. Tu peux pas dire, tu vas dire seulement de l'eau. Non, maman, moi même de l'eau gazeuse, ça va aller. Moi même de l'eau, ça va. Non, il y a les jus d'orange pressés là-bas. Elle donne à ta belle-sœur même les jus d'orange. Donne-lui les jus d'orange, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Comme Guylain lui-même, il avait dit qu'il a rencontré quelqu'un. Nous, ça nous fait toujours plaisir, mais on ne veut pas de problème que demain, oh, Guylain a fait comme ça. Il a fait comme ça. Les filles de l'Europe, là, ça fait beaucoup de problèmes. Il faut être sûr. Tu les vois là-bas, il n'est plus jeune. Il a besoin que sa tête se repose. Il ne veut pas que aujourd'hui on t'avait attrapé là-bas en Guasuma. Demain on t'a attrapé au concert là-bas. Il commence à se battre avec les petits jeunes dans les métros. Nous, on ne veut pas ça. Mais je vois que tu es une madame déjà, une dame, tu es posée. On peut te faire confiance. Tu as des enfants? On a passé une après-midi de misère. Quand je suis sortie de là, j'avais déjà maigri. J'ai perdu du poids à cause du stress. Quand on rentre à l'hôtel, je dis, donc tellement qu'on est sorti, ambiance plombée, dans la voiture même, on ne parlait plus, nous tous. On rentrait, et sa grande sœur nous dépose à l'hôtel. Quand je suis arrivée, j'ai pris d'abord une bière, clairon. Je dis, Guylain, ta grande sœur, c'est qui? Oh, c'est ma grande sœur aînée. Mais comment il est comme ça? Il se dit, il est comment? Je dis, mais, même si on pose des questions à quelqu'un, c'est comme ça. Il dit, c'était pour éviter des problèmes que je t'avais dit que, viens, on parle à voir parce que elle, c'est notre grande sœur, elle est comme le chef des familles. C'est elle qui a aidé tout le monde dans la famille. Elle est très, très difficile. Tu vois pas qu'on l'appelle maman générale. Pourtant, son mari général est déjà mort. C'est elle, maman générale, elle est déjà restée elle-même en Belgique. C'est comme ça que Guylain commence à lui raconter l'histoire de sa grande sœur parce que ça s'est bien passé. En tout cas, ça s'est bien passé. Question-réponse, là, elle a remporté, elle a réussi.
Et là, il y a à peu près les 9, les 11 sur 9, les 11 sur 20. Donc, c'est passé quand même, on l'a validé. Maman colonel, le général a accepté. Elle commence à lui expliquer, il commence à lui dire que, tu vois, ma grande sœur là, quand on est né chez nous, et les aînés, ils ne sont pas nés à Kinshasa. Mais elle, la grande sœur là, elle est née au village. Elle est née avec ses grands-parents là-bas au village. Ils ont grandi. Après, les parents là ont déménagé à Kinshasa. Quand ils arrivent à Kinshasa, elle est la plus âgée. Le monsieur colonel là, c'est quelqu'un de leur tribu. Il était colonel à l'époque. Il était militaire. Il n'était même pas colonel, il était militaire. Du coup, comme ils sont du même village, il dit qu'il va l'épouser parce qu'ils se connaissent, les mères. Il a épousé la maman générale, la petite fille. Donc, la maman générale, elle est partie au mariage à 19 ans. Elle a les grands enfants. Donc, si Guylain, quand elle est partie à 19 ans, Guylain avait 6 ans. Bon, elle ne peut pas accoucher Guylain, mais Guylain est très petit par rapport avec ses enfants. Elle, il est petit. Donc, il a très peur d'elle. Guylain, c'est le cadet. Quand le cadet, parce qu'après Guylain, il y a une fille qui est morte. Donc, il est resté le cadet. Guylain, là, il a 2 frères. Il avait 2 grands frères avant lui, qui étaient proches de lui, pas proches des mamans générales. Côté des mamans générales, il y avait que des filles, des filles, des filles. Après, il y a eu des garçons. Donc, parmi les garçons, là, on va parler d'un qui s'appelle Calais. Calais était le grand frère juste avant Guylain. Il y avait une fille entre eux, mais c'était les grands frères les plus proches. Ça veut dire que quand Guylain a 6 ans, Calais a peut-être 10 ans parce qu'il y a une fille de 8 ans. Il commence à grandir. Calais joue un peu avec Guylain, son petit frère. Elle, quand elle part dans le mariage, elle accouche les enfants, son mari devient colonel. Quand il devient colonel, ça veut dire que l'argent explose. Ils ont l'argent. Elle décide de récupérer les petits frères. La maman, comme elle a perdu la cadette, elle garde Guylain, elle lui donne Calais et l'autre garçon là. Quand ils arrivent là-bas, l'autre garçon là, on va lui donner un nom peut-être Richard. Elle prend Richard et Calais. Elle commence à élever. Ça veut dire que Richard, il a déjà les 14 ans parce que lui et Calais ne sont pas frères directs. Il y a les filles au milieu. Quand elle prend Richard, Richard est turbulent. Richard joue, Richard fait la terreur, Richard. Richard, un jour, il est sorti, il a volé l'arme des colonels parce qu'il faisait trop de pagailles avec ses amis. Richard avait les 16 ans. Il a volé l'arme des colonels. Il est parti faire avec, apparemment, c'était les braquages. Ils sont partis braquer. C'est elle qui a dit c'est les braquages, mais ils ne savent pas. Ils sont allés faire les braquages où il avait l'arme des colonels. Là, ils sont allés faire les braquages là-bas. Lui, Richard, ça s'est mal passé. Il a tiré sur quelqu'un. Et quand il a tiré sur quelqu'un là-bas, la police patrouillait, la police est tombée. Parce que ça a apparu comme des voleurs ou quoi que ce soit. Mais lui, Richard, il n'avait pas expliqué comme ça. Il a dit que c'était l'embuscade des femmes. Il s'est précipité les femmes. Il y a eu une bagarre. Et lui, il a sorti l'arme des colonels. Et ça que je vous raconte, c'est la version des mamans générales. Donc, quand la police vient tomber, on braque les garçons là, cracas, on les amène à la police station. Quand on arrive là-bas, on trouve que Richard a l'arme. L'arme, c'est l'arme de qui? Il y a les numéros serrés, tout ça. Lui-même aussi, Richard, il dit que non, lui, il est l'enfant des colonels. Alors qu'il est le beau-frère officiellement, mais il est un petit beau-frère. Donc, on vient signaler colonel Mokonzi et on a attrapé ton arme avec un petit qui a volé l'arme. C'est comme ça que le colonel est indigné, il est fâché, elle-même, elle est très fâchée, elle est la chef de la famille, ils partent comme ça. Le colonel, effectivement, on lui a volé l'arme. Le colonel, c'est un militaire. Il dit, on doit les punir comme on va punir ses amis braqueurs. C'est comme ça qu'il laisse Richard là-bas. On prend Richard et ses amis, on les jette à Makala. La prison Makala, là, qui est à Kinshasa, la prison centrale, la grande prison. À l'époque, là, on a envoyé Richard là-bas. Par le colonel lui-même, il a accepté. Avec ses amis, sont des braqueurs. Quand ils arrivent là-bas, ils chopent les tétanos. Quand il a les tétanos, on ne sait pas comment il s'était blessé ou comment il a les tétanos. En tout cas, il tombe malade en prison. Elle est très fâchée. Elle ne se donne pas la peine de se dire il souffre de quoi. Elle se dit c'est les caprices, les mensonges pour qu'on le fasse sortir. C'est comme ça que là-bas aussi, on ne l'a pas soigné, on va le soigner pour eux. On ne l'a pas soigné, ça c'est... Donc, le jour qu'ils ont pris conscience qu'il était très malade, on a vraiment téléphoné le colonel et dit que l'enfant va mourir ici. Hein. C'est comme ça qu'ils viennent le sortir peut-être à 11h.
On l'amène à l'hôpital, il décède à 17h. Richard est mort. Donc, elle reste avec Calais. La grand-mère fait les deuils. Elle porte toute la charge, elle met sur la tête de Richard que s'il est mort, c'est parce qu'il avait volé l'arme de Maurice, c'est un braqueur. Donc, elle a raison. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux versions. Il y a la version de Richard et il y a sa version, il dit que lui, c'était un braqueur. Mais Richard, il a dit que c'était l'embuscade des femmes, mais il reconnaît qu'il avait volé l'arme de son beau-frère. Donc, ça se passe très mal. Calais reste seule. Calais reste seule chez elle. Elle commence à élever Calais. Quand Calais a les bacs, Calais va à l'université. Mais tout ce temps, Guylain, le mari de notre sœur ici, lui, il a grandi chez ses parents. Mais les parents, là, ils étaient devenus pauvres. C'est elle qui donnait l'argent aux parents, en sachant que ses autres frères et sœurs se sont mariés et tout ça. Les gens aussi ont réussi dans la famille. Mais elle avait comme la responsabilité. Parce que quand ils ont grandi, son mari est devenu général de Mobutu. Donc, une autorité devenue générale. Avec la pression des générales, les femmes à Kinshasa et tout ça, l'argent général. Donc, la maman, elle élève tout le monde dans la famille. Son mari est le plus riche. C'est une autorité. Lui, Guylain, on l'a mis aussi à l'université. C'est elle qui paye, mais il habite chez Papier Mamie. Lui, Calais, comme il a grandi chez Général, il commence à se comporter comme l'enfant des Général. On l'avait pris petit. Donc, il fait les terreurs, les tout ça. Lui et elle avait aussi accouché ses enfants. Donc, quand lui, Calais, on va dire, il a peut-être 22 ans, elle, son premier fils, a 16 ans. Maintenant, lui, il est le vrai fils de général. Il se promène avec son tonton. Il se promène, il faut les beaux gosses, et tout ça, ils ont les voitures des générales, il se promène avec les soldats, les militaires. Lui, Calais, il est parti aimer une fille. Marisha. Quand il part aimer Marisha, c'est une très belle fille. Mais Marisha a un copain qui est aussi l'enfant d'un autre militaire. Les cousins de Marisha, ils connaissent ces garçons-là. Ils s'entendent bien, parce que lui, il est venu le premier. Mais le garçon, son papa n'était pas général, mais c'était un militaire. Un militaire médecin. Ce n'est pas un militaire des armées. Un militaire qui soigne les militaires. Donc, les cousins de Marisha ne veulent pas décaler les petits frères de Maman Yoyo. Ils ne veulent pas décaler. C'est comme ça qu'ils disent à Marisha que tu dois chasser Calais. Qu'il arrête de venir faire le tapage ici chez nous avec les voitures du général. Marisha dit à Calais qu'elle l'aime, mais ses cousins ont refusé. Donc Marisha l'induit en erreur. Il lui dit, et tes cousins ils vont refuser en tant que qui? Tu ne veux pas l'enfant du monsieur là. Tu veux de moi. Tu dois m'imposer dans ta famille. Il dit, dis à tes cousins, moi, enfant de général tel, on ne joue pas avec moi. Effectivement, le papa, c'était un bon général. Donc, lui, il s'entête et continue à venir. Le garçon, l'ancien copain, il est ami au cousin. Il dit, mais vous, comment vous laissez votre cousine avec un autre garçon? Les garçons commencent à se refroidir, les garçons sont fâchés, les garçons boudent. Les cousins lui disent, ne t'inquiète pas, on va le régler, on va le gérer. Quand Calais vient, il le chasse. Vraiment en face comme ça. Calais ne vient plus ici chez nous. Les garçons vraiment chassent. Les garçons d'avant, ils avaient l'autorité. Allez, Marisha rentre dans la maison et tout ça. Menace. Calais se prend la tête avec eux. Calais part. On lui a dit, ne mets plus tes pattes ici. Calais part. Un jour, Calais sort avec les fils de Maman Yolande. Ils sont dans la voiture. Il dit, il va passer chez Marisha. Quand ils arrivent chez Marisha, ils n'avaient qu'un seul militaire. Et ces militaires-là n'avaient pas l'arme. Mais ils avaient les ngondo. Vous voyez les trucs là, les bâtons là que les militaires mettent là. Ils se promènent avec, c'est comme un bâton là, on peut te taper, ça fait très très mal. Donc, c'était lui qui faisait chauffeur et militaire en même temps. Ils arrivent chez Marisha, ils s'assoient dehors, staff. Marisha avec Calais et les petits neveux. Quand un cousin a vu, il est parti appeler les autres cousins. Ils ont dit que lui, Calais, il joue avec eux. Il se prend pour qui? Parce qu'il est enfant de général. Ils sont venus. Ils ont attrapé Calais. Tabassé Calais, ils étaient peut-être 6. Ils ont tabassé et les militaires, et les neveux, et Calais. Maintenant, quand ils tabassaient là, les militaires ont enlevé les ngondo, là, fait double pas. On a arraché les ngondo aux militaires. On a pris ça. On a tapé avec les fils de Maman Yoyo. Taper seulement avec l'arme du militaire. Le militaire est tombé par terre, il est devenu civil. Parce que quand tu n'as plus d'armes,
Maintenant, il faut les coups. Maintenant, est-ce que toi, tu es plus fort? Ils ont tabassé dans les quartiers. Quand ils ont fini, ils ont fui. C'est comme ça qu'ils se lèvent et tous se montent dans la voiture. Les militaires, là, on lui a jeté son gondo là par terre. Ils ont fui parce qu'ils savent que si vous gardez ça, l'armée va tomber, viendra vous chercher. Ils ont remis ça, donc ils ont laissé par terre. Les militaires ont fui. Et les militaires ont démarré la voiture, ils sont rentrés à la maison. Il a dit qu'on les a agressés, on les a tapés. C'est comme ça que le général est très fâché parce qu'on a tapé son fils aîné à cause d'une maricha que les petits frères de sa femme sont en train de suivre. On envoie la police, mais bien sûr que les garçons sont des Quinois. Ils savent qu'on viendra les arrêter. Ils ont fui les quartiers. Ils ont fui, la police est descendue là-bas, on n'a trouvé personne. Les gens qui avaient tapé n'étaient pas là. On a ramassé les gens, des garçons du quartier là, que tu as la mauvaise tête, on te ramasse, on te charge. Des choses comme ça, tu pars dormir 2 jours garde à vue pour rien, tu n'avais rien fait, après on te libère. Mais les concernés n'étaient pas là. Ça veut dire que la façon qu'on avait tapé les matraques, ça s'appelle matraque, Ngondo. Les matraques, là, on avait tapé ça à son fils. On avait amené son fils à l'hôpital. Son fils était gonflé de partout, lui donner les coups par des garçons du quartier. Lui, il est l'enfant des généraux, il ne sait pas se battre. Donc, la maman Yoyo était très fâchée contre Calais, son petit frère. Tu as commencé les bêtises de Richard qui est mort. C'est passé. Maintenant, Calais, en tant que garçon orgueilleux, il a dit qu'il ne va jamais laisser Marisha parce que ses cousins ont joué avec lui. C'était une décision intérieure. Calais a commencé à recontacter Marisha en cachette. Il a commencé à se voir avec Marisha en dehors de leur quartier, jusqu'à engrosser Marisha. Quand il engrosse Marisha, c'est peut-être 5 ou 6 mois après qu'on les ait déjà tapés. Donc Marisha, elle est enceinte du beau-frère du général. C'est comme son fils, il a grandi là-bas. Marisha, c'est une bonne affaire. Elle est enceinte. Calais dit qu'elle ne va pas avorter, s'entendre qu'ils s'aiment. Maintenant, quand il est enceinte, lui, les garçons ici, Guylain, qui est à Paris, il a déjà grandi, non? Cause avec son grand frère. Son grand frère dit que j'ai engrossé Marisha. Quelle Marisha? Pour lesquels on nous avait tapé? Oui. Et comment tu vas faire? Toi, tu n'as pas d'argent. Tu es étudiant comme moi. Oh, on n'a pas les choix et tout et tout. La famille de Marisha porte leur courage, papa et maman. Ils vont chez Mayoyo pour dire que ton fils a engrossé Marisha. Marisha va rester ici. Elle a dit, quelle Marisha? Marisha, pour laquelle on avait tapé mon fils. Toi, tu as la sorcellerie. Tu veux venir habiter où? Allez, sortez de chez moi. Ces gens-là ont dit, ils ne vont pas partir avec Marisha. Ils ont laissé Marisha devant la grille de Maman Yoyo parce qu'elles avaient chassé, comme elle est la femme du général. On a laissé Marisha là-bas. Ses parents disent que tu ne suis pas. Ils ont démarré, ils sont partis. Ils ont laissé Marisha là-bas. Elle était très fâchée. Le général est venu. Il a dit, Marisha ne va pas rester chez lui. Chez lui, il n'y a pas une adresse où on reçoit les filles mères. Donc, on a vraiment chassé Marisha. Elle a tapé les pieds jusque chez eux. Donc, lui, Calais, quand il a vu ça, il a trouvé ça très humiliant. Calais a fait quoi? Il a volé l'argent. Les généraux de Mobutu, vous avez l'argent à la maison? Sa grande sœur, elle faisait la gueule. Il avait beaucoup de briques d'argent dans la maison. Il a volé l'argent à sa grande sœur. Il a fui. Il est parti chercher un logement où il a mis Marisha, sa femme. Il a coupé les études pendant qu'il est resté 1 an de graduat pour finir. Parce que la façon qu'ils se sont séparés, elle n'allait plus payer. Donc, avant qu'elle comprenne qu'il a fui où, c'était déjà trop tard. Il a volé beaucoup d'argent, ça fait des scandales dans la famille. Elle s'est fâchée, elle a parlé. Il est resté avec Marisha. Marisha a accouché de son fils, Étienne. Elle a accouché de son fils Étienne. Donc, eux, ils s'en foutent, non? Maman, en général, elle s'en fout, elle ne veut rien entendre et tout ça. Il est la déception. Lui, Guylain, il est en train de continuer l'université chez ses parents. Il continue. Lui, il commence à aller voir son frère. Calais, c'est son frère. Il se voit, il connaît Marisha, il connaît les bébés Étienne là et tout ça, la vie normale. Étienne grandit jusqu'à 2 ans. La grande sœur ne veut plus rien avoir avec Calais. Elle a maudit Calais parce qu'il a volé l'argent de son mari. Il a fait taper son fils, quelqu'un qu'elle a fait grandir, ingrat. Du coup, il reste 2 ans. Lui, le Calais, là, il travaille à gauche, il travaille comme s'il travaille. Calais tombe malade. Calais, quand il tombe malade, il s'entend avec la famille de Marisha parce que dans la famille de Marisha, il apparaît comme un responsable. Les cousins, là, ils sont déjà descendus, non? Le garçon a installé votre soeur. Il n'y a plus de raison de vous battre. Ça veut dire qu'il y a des cousins qui boudent un peu, mais ils causent. Donc, lui, il est bien dans la famille de Marisha. Il tombe malade. Quand il tombe malade, apparemment, il souffrait des reins. Mais lui, il n'est pas sûr. Parce qu'il ne sait pas
si ce sont les médicaments traditionnels là qui lui ont créé la maladie des reins. Lui, il n'habitait pas avec Calais, il habitait chez eux. Donc, Calais tombe malade, Calais commence au Doliprane, ça ne donne pas, et tout ça, on fait les examens. Quand on fait les examens, on dit il y a les cailloux, il y a je ne sais pas quoi, et tout ça. Ils disent ils vont soigner ça avec des produits traditionnels. Ou si tu bois l'huile de quoi, ou de l'huile de singe, l'huile de serpent, l'huile de je ne sais pas quoi là, ça va adoucir, ça va masser, ça va faire, vous connaissez. Donc, on lui donne ces traitements-là, ça s'empire. Il dit son frère est tombé malade peut-être 7 mois. Il a patrouillé toutes les autres grandes sœurs et l'argent et tout ça. On l'amène dans les petites cliniques, on l'amène comme si. Mais l'autorité, c'était Maman Yoyo. Finalement, il est tellement malade qu'il doit aller à l'hôpital. Quand il doit aller à l'hôpital, les médecins disent qu'ils doivent opérer, mais c'est une opération. Déjà, ce n'est pas remboursé en Afrique, mais c'est une opération, on dit qu'il peut coûter 2 000 euros, 3 000 euros, parce que c'est une opération rénale. Je ne sais pas ce qu'on voulait lui faire au Congo là. Donc, elle dit, elle n'a pas l'argent parce que de toute façon, il va mourir. Ah, comment ça, il va mourir? Elle dit non, c'est vous qui êtes bête. La maladie qu'il a là, il ne peut pas guérir. Il va mourir. Donc, elle ne voit pas pourquoi elle va sortir 2 à 3 000 dollars pour soigner déjà un ingrat, un impoli qui a volé l'argent de son mari. C'est le même argent de son mari là qu'elle va sortir pour le soigner. Elle l'a nourri, élevé. C'est ça le merci qu'il lui a donné. Il a choisi une femme au lieu de l'éducation, le respect qu'il devait lui accorder. Il a choisi une femme. Mais que la belle famille paye. Que la belle famille paye, pourquoi elle vient la chercher? Elle n'a pas 2 000 dollars, elle n'a pas 3 000. Hein. Il n'a qu'à mourir, de tout ça, elle ne va pas guérir. Maintenant, tu dis un truc comme ça à la maman décalée qui est la grand-mère. Tu dis ça à tes frères et soeurs que comme il est là-bas, il ne va pas guérir, ça ne sert à rien qu'on dépense l'argent, on est en train d'abîmer l'argent. Bon, elle avait un esprit militaire aussi, hein, parce qu'on l'a prise à 19 ans. Cœur très dur. Elle dit, elle ne va pas donner l'argent. Papa Guilain dit, finalement, avec les autres soeurs qui ont racolé les sous, ils sont partis mettre Calais à l'hôpital Quinoise. L'hôpital Quinoise, c'est à Kinshasa, c'est dans un bon quartier, c'est à la Gombe, même au centre-ville, vraiment, c'est renommé. Il dit, à l'époque, là, c'était les Zaïre, non? Ils partent à l'hôpital et c'est lui, le petit, courageux, on dit qu'il va garder son frère. Il dit, à l'hôpital Quinoise, là, apparemment, il y a un étage, c'est au 3e étage ou quoi, il y avait des chambres dans lesquelles les corbeaux rentraient. Bon, en Afrique, là-bas au Congo, on dit que quand les corbeaux rentrent, c'est annoncer la mort. Pas les hiboux, corbeaux. Il a dit corbeaux. Donc, c'était réputé que peut-être tout le couloir ici, du 3e étage, peut-être des chambres 111 ou 100 à 125, ce côté du couloir qui donne vers cette rue-là, les corbeaux ont tendance à venir entrer. Si les corbeaux entrent dans ta chambre, c'est fini, tu vas mourir. Donc, c'était réputé comme ça à l'hôpital. Maintenant, là où ils arrivent, on l'a logé d'abord au 2e, on ne savait pas si on devait l'opérer, les autres sœurs ont dit qu'on l'opère, c'est moi, ils se sont cotisés toute la famille, ils sont allés voir Maman Générale. Maman Générale a refusé, elle a dit sortez de chez moi, si vous venez me parler de Calais, je vais vous chasser. Donc, elle a refusé, ses autres sœurs ont cotisé. Ils ont décidé qu'on va quand même l'opérer, on lui donne une chance. Lui, Calais, lui, Guilain, il était gardé-malade. On a opéré Calais. Ça s'est bien passé. Les médecins l'ont mis des sondes, des tout ça pour manger et tout et tout. Maintenant, Guilain, il dit, le 2e jour, non, le 1er jour, d'abord, quand on l'a opéré, lui, il n'a pas dormi à l'hôpital. Quand il est venu, les corbeaux est entré dans leur chambre. Mais on venait de l'opérer, il était déjà guéri, ressuscité. Donc, ils se sont dit, oh, le corbeau est entré pour rien, l'opération est déjà passée. Donc, maintenant, le 2e jour, après que le corbeau soit passé, dire bonsoir, lui, Guilain, il dit, c'était le jour où Mobutu, le président Mobutu, il s'était nommé maréchal, ou il était passé maréchal. Bref, il était devenu maréchal Mobutu. Donc, il y avait l'événement, défilé des modes, il y avait la fête, c'était filmé, ça passait sur RTNC, Radio Télévision Zaïroise. Donc, tout le monde regardait ça. C'était à l'hôpital. On a mis, il y avait une grande salle où on avait mis la télé. Mobutu est devenu maréchal. Et lui, il était jeune, il était étudiant. Lui, il avait envie de regarder Mobutu. Donc, lui, il était gardé-malade. Comme Calais, l'opération était bien passée, il reste 5 minutes avec Calais. Il court vite, il part, il s'assoit là-bas. Il regarde la télé, les défilés, tout ça, les événements, tout ça. À la télé, comme un jeune, après, il revient, puis il regarde, viens, ça va, et tout ça. Il court encore, il part regarder. Il dit, quand il a fait comme ça 2 tours, Calais lui dit que, enlève-moi la sonde ici, donne-moi de l'eau, je vais boire. Il dit, mais je ne peux pas t'enlever la sonde. Si je t'enlève la sonde, comment je vais t'enlever la sonde? On t'a mis la sonde justement pour que tu boives par la sonde. Je ne peux pas t'enlever la sonde. Enlève-moi la sonde. Il dit, ok, je pars chercher les infirmières.
Il part chercher les infirmières. Dans la salle, là, il n'y avait pas d'infirmières. Il court dans les couloirs. Aucune infirmière. Il a cherché les infirmières peut-être 10 minutes. Quand finalement, il trouve une infirmière dans les escaliers des étages, il dit non, mon frère et tout ça. L'infirmière vient. Il dit à l'infirmière, enlève-moi la sonde. L'infirmière dit non, je ne peux pas t'enlever la sonde et tout ça. Il commence à vouloir tirer la sonde. C'est comme ça que l'infirmière le bloque et tout et tout. Elle dit, je vais lui donner des tranquillisants. L'infirmière prend, elle agite, je ne sais pas quoi, dans les perfusions là, pour qu'il se calme. Elle dit, c'est la sensation et tout ça. Donne-lui un peu de l'eau avec la cuillère, hein, mouille-lui les lèvres. C'est comme ça que l'infirmière lui donne de l'eau, c'est gélifié, c'est comment elle commence à lui mettre un peu d'eau sur les lèvres, il s'est calmé. Donc, comme on lui avait donné les calmants dans la perfusion par l'infirmière, et qu'il lui a donné de l'eau, il a dit, il faisait avec la tête que c'est mieux, mets moi-même un peu sur la langue, et tout ça. Le vieux s'est calmé. C'est comme ça que lui, il court encore et pas regarder Maréchal Mobutu en train de mettre le bâton en haut comme ça, les aïeux, Mobutu. Donc, lui aussi, il regarde un peu l'événement. Quand il rentre comme ça, il vient trouver Calais en train de mourir. C'est comme ça qu'il pousse les cris. L'infirmière était seulement dans les chambres voisines. L'infirmière est revenue en courant. Il dit vraiment, son frère est mort devant lui. Donc, quand ils sont arrivés, c'était vraiment le dernier souffle. Calais est en train de mourir. Maintenant, Calais décède à l'hôpital Quinoise. Elle, là, elle n'est pas venue à l'hôpital. Hein. Toutes une semaine ou 10 jours qu'il a fait là-bas, elle n'est pas venue, elle n'a pas donné son argent. Donc, quand Calais décède, il est dépassé. Guilain, c'est un étudiant qui a la vingtaine. Il appelle ses grandes sœurs, les mamans, tout ça, il les appelle. Et je suis à Quinoise, et il est mort, et tout ça, tout ça. On vient et tout ça. Toute la famille avait cotisé pour l'opération de $2000. Maintenant, quelqu'un meurt. C'est seulement encore eux qui vont l'enterrer. Ils vont l'enterrer avec quoi? Et ils ne sont pas riches comme elle. Elle a refusé de donner l'argent de l'enterrement. Elle a refusé même d'aller au deuil. Parce qu'il avait déshonoré, il avait volé l'argent de son mari, il avait mis son mariage en jeu, il a fait taper son enfant pour une Marisha, une fille de nulle part, elle est l'enfant de rien du tout. Elle l'a élevé pour qu'il se marie des enfants des généraux, des ministres, des gens qui ont de la vision. Lui, il va aller aimer une Marisha du quartier. Il est parti là-bas, Marisha l'a infecté avec leurs traditions, leurs histoires d'aller chez les médecins traditionnels. Et maintenant, c'est elle qui doit payer les pots cassés. Il a des parents. Calais à son papa et sa maman vivant, ils n'ont qu'à enterrer leur enfant. Les parents là, ce sont ses parents à elle, qu'elle-même elle nourrit. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Là où on a enterré Calais, c'est comme si on l'a jeté. Parce qu'il n'y avait plus l'argent. Clinique Quinoise, c'était payant. C'était payant, c'était cher. Ils ont payé d'abord pour qu'ils sortent. Ils ont payé la morgue. Là-bas, c'est payant au Congo. Il faut payer la morgue. Plus vous tenez, plus c'est cher. Il faut acheter les cercueils. Il faut louer les corbillards jusqu'à là-bas. Il faut faire les deuils. L'endroit pour faire les deuils, il n'y avait pas de problème. Elle n'est pas venue, elle a saboté la mort de Calais pour donner une leçon à toute la famille. Il dit, c'est ce jour-là que toute la famille lui a donné son autorité qu'elle voulait. Quand ils ont vu qu'elle était riche avec des militaires partout et que son petit frère est mort, son petit frère qui habitait chez elle, elle a refusé de l'enterrer. Tout le monde était choqué. Tout le monde a eu peur d'elle. Il dit, c'est ce jour-là que la peur d'elle s'est installée dans toute la famille. Donc, quand maman générale a dit quelque chose, et puis vous voyez, comme ils n'étaient pas aussi, je ne sais pas si c'était des illettrés, mais comme elle leur avait dit que la maladie qu'il a, il va mourir, et ils se sont dit qu'elle connaît beaucoup, donc elle a toujours raison. C'est la grande sœur. Il dit, c'est à partir de ces jours-là qu'ils ont peur d'elle. Donc, quand ils partent de parler, parce qu'elle était devenue, ils avaient maintenant peur qu'elle rejette tout le monde. Donc, chacun venait maintenant se plier, flatter l'amitié avec elle. Ce qu'elle te dit, c'est oui. Il dit, tu vois, toutes mes grandes sœurs là, leurs petits frères, leurs petits cousins, tout ça, qui avaient accès à elle, ils ont épousé les femmes qu'elle a validées, qu'elle a dit oui. Il dit, tu vois, moi, elle était déjà en Belgique. Lui, le papa ici, papa Guéla. Elle était en Belgique. Ils étaient partis installer leurs enfants et tout ça. Ils avaient déjà acheté la maison où elle habite là. Quand lui, Guilain, il est resté à Kinshasa, a rencontré une femme. Il a rencontré une femme avec qui il sortait, il vivait parce qu'elle avait fait 3 ans en Belgique, elle cherchait les papiers à l'époque là. Donc, lui, elle a appris seulement que oh, Guilain a trouvé une femme et tout ça. Elle ne pouvait pas contrôler la femme là, elle était en Europe, elle avait accepté de loin. Donc, Guilain ici, il s'était marié au Congo-Kinshasa. Il est resté dans les mariages avec la fille là. Ils ont fait 2 enfants. Ça s'est mal passé.
Ça s'est mal passé parce que la fille a commencé à tourner, les tromper jusqu'à la fille a fui en Angola avec un autre homme plus riche. Donc, Guylaine s'est retrouvée sans enfant, sans femme, parce que la fille a fui avec les enfants. Quand il se retrouve seule comme ça, elle revient à Kinshasa. Ça fait déjà, les 3 ans sont passés. Hein? Elle était venue, elle a trouvé Guylaine au mariage, et puis la femme a commencé à tourner, la femme a fui. Donc, elle a maintenant pitié de Guylaine. C'est elle qui a envoyé Guylaine en Europe. Guylaine est parti en France. C'est comme ça qu'il arrive en France. C'est comme ça qu'il dit à la fille ici qu'il a ses enfants au Congo. C'est elle qu'il a envoyé en France. Il est arrivé en France. Il a commencé la vie de concubinage. Il n'a jamais eu une concubine avec qui les choses se sont bien passées pour l'épouser. Donc maintenant, elle, notre maman ici, Lina, c'est la première qui l'a inspirée à vouloir rester avec. Donc du coup, il a fait quoi? Il est revenu à la coutume. Malgré qu'il a 55 ans, il doit aller dire à maman générale qu'il veut épouser Lina. Parce qu'il a peur de prendre l'engagement tout seul, parce qu'il sent qu'il n'est pas suivi, il n'est pas accompagné. Et maman Yoyo, ma Yolande, toute la famille est derrière elle. Donc, si toi tu oses aller te marier à une fille là-bas, ma Yolande dit, ah bon, tu t'es mariée, tu ne m'as pas dit. Si elle se fâche contre toi, tout le monde va se fâcher contre toi, parce que tout le monde ne veut plus de problèmes avec elle. Général est mort, mais elle est là à la maison en Belgique, elle a les biens au Congo, elle a beaucoup de maisons là-bas en Binza, et tout ça, ils ont les biens cachés, vous voyez, les gens de Mobutu avaient les biens. Donc, dans sa famille, elle est très, très respectée. Elle a fait grandir les enfants qui ont les petits-enfants. Dans sa famille, les gens ont accouché, lui ont donné le nom. Donc, elle est comme une autorité. C'est pour ça que chez elle, comme c'était la femme d'un général qui faisait peur, personne n'entre en désordre, rigoler, crier. Non, 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 non. Depuis le Congo. Donc, ça veut dire qu'ils ont gardé ce rythme-là en Europe. C'est pour ça que son fiancé, Guylaine, à plus de 55 ans, lui dit qu'il doit aller la présenter à sa grande sœur pour qu'on la valide. Et Kabibi, je suis restée bouche bée. Comme on était en séjour, tout ça, il m'a raconté le jour qu'on est rentré à l'hôtel, le soir. Maintenant, quand on reste en séjour, elle dit, elle, la maman là, prenant qu'il devait faire 4 jours, elle a dit, venez après-demain. Hein, venez, on va passer les temps comme ça. Elle, Lina, elle va préparer. Elle dit, je ne sais pas si c'était les tests de cuisine. Imagine, j'ai 45 ans, je prépare depuis quel âge? J'ai stressé la nuit. J'ai dit, la maman là va m'aider de préparer quoi? Si elle me dit de préparer ça, je vais mettre quelle épice? Imagine, tellement qu'il m'a stressé. On est parti là-bas. Elle a une très belle cuisine, vraiment. Tout est là, tout. Elle m'a dit, oh, prépare pour moi, si c'est moussaka, si c'est quoi là-bas, avec les ngaïnga et tout ça. Elle dit, je vais préparer. Kabibi, j'ai préparé. Maintenant, quand j'ai préparé, sa cuisine, c'est les belles cuisines d'Europe, tu vois. Toi, tu présentes là-bas, il y a comme une salle à manger là-bas. Donc, eux, ils sont assis à la cuisine, ils sont en train de te voir comment tu prépares, ils sont en train de causer, à un moment, ils pichent les oignons. Tu vois, un peu genre famille, ils sont en train de causer. C'est comme ça que quand ils causent, ils parlent d'Étienne, le fils de son frère là qui était mort. Son frère qui était mort à l'hôpital Kinoise. Donc, lui, son fiancé à l'époque, Guylaine, prend son téléphone, montre à maman Yoyo la photo d'Étienne. Elle lui demande, celui-ci, c'est qui? Elle dit, non, tu regardes, tu ne vois même pas la ressemblance. Elle dit, non, je ne vois rien. Elle dit, non, c'est Étienne. Elle dit, Étienne, c'est qui? Elle dit, oh non, Étienne, c'est le fils de Kali. Elle dit, ah, c'est fini. Maintenant, elle dit, quand la façon elle fait seulement, ah, c'est fini, on n'a pas posé autre question. Lui-même, Guylaine commence à parler, ah, il a déjà grandi, il est aussi marié, maintenant il a 3 enfants, parce qu'il habite à Kisangani là-bas, au Congo, mais à l'Est. Il habite à Kisangani et tout. Donc, elle n'a même pas voulu savoir plus. C'est comme si on lui donnait une information de, ça ne m'intéresse pas, quoi, pourquoi tu m'en parles? Elle dit, quand maintenant ils sont rentrés à l'hôtel, et que Guylaine a pris la photo de son frère décédé, hein, Calais, et que tu mets Étienne, c'est seulement à l'ancien temps et au nouveau moment. La même personne. Donc, tu peux croire que la fille, la Marécha, a accouché Calais. Mais ce n'est pas Calais, c'est son fils. Photocopie, comme on dit, copie conforme de son papa. Mais elle a regardé la photo, elle a demandé c'est qui. Elle dit, tu te rends compte à quel niveau cette maman-là est. Donc, même toi, quelqu'un de la rue, hein, si on te montre, tu ne peux même pas poser la question. Tu peux croire même que c'est des jumeaux, bien c'est une photo noire, blanc, une photo en couleur. Elle a demandé c'est qui. Et elle n'a pas voulu savoir plus.
Maintenant, moi, je lui ai demandé, donc, elle a la colère là jusqu'aujourd'hui. Il dit, elle n'a jamais vu l'enfant là en face, mais elle connaît son nom, elle sait qu'il vit, hein, elle connaît. Et tout ça, il n'est jamais parti chez elle. Marisha, elle a continué sa vie, elle a eu d'autres enfants et tout ça, mais elle a élevé l'enfant là. L'enfant là a grandi à Kinshasa, il a terminé, il a cherché sa vie. Je sais qu'il est parti à Kisangani, il s'est marié, il a fait ses enfants là-bas. Ses autres sœurs, beaucoup sont restés aussi pauvres au Congo. C'est qu'elle n'a pas fait monter là. Ils sont restés pauvres dans leur mariage parce que si tu es marié, comment elle va te faire monter avec ton mari? C'est les autres rescapés là qu'elle a amenés en Europe, et bien sûr avec tous ses enfants qui sont partis en Europe. Donc l'enfant décalé, il est mis à part. Tu vois, elle dit, tu vois le Étienne là, il fréquente les pauvres de la famille. Ce sont ça ses amis, hein, les tantes pauvres là qu'on ne calcule pas. C'est ça la famille de son papa. Mais famille de son papa, comme Guilain, comme elle, comme tantine Hélène, ce n'est pas famille de son papa parce que c'est comme s'ils ont même peur de fréquenter le petit là, Étienne. Parce que imagine, elle dit, comme ils sont là, ils ne peuvent même pas lui faire des démarches pour venir en Europe. Elle va dire, moi, je t'emmène en Europe, toi, tu as fait venir Étienne. Donc, elle dit, imagine, mon mari est colonisé à ce point-là. Mais elle dit, pour sa part, ça avait marché, ils l'ont doté, à 46 ans, ils s'étaient mariés. Ils l'ont doté, ils ont tout fait, en tout cas, elle est maintenant dans leur famille. Mais elle dit, Kabibi, j'ai une belle sœur qui me fait peur. Une belle sœur que, laisse tomber. Une belle sœur qui me fait peur. Elle dit, ils sont allés fêter Noël là, dernièrement. Noël ici, qu'on est allé fêter. On ne sait pas qui a eu l'idée là de faire Noël chez elle. Bon, ses enfants sont venus du Canada, de passer par là et tout ça. Il a vu ses enfants, il dit, ils sont toujours dans l'essence. Il dit, tu vois, ce sont des gens, quand ils sont dehors, ils sont normaux. Mais quand ils sont chez eux en famille, tu sens qu'ils sont hautains. Hein? Ils sont vraiment un genre, nous sommes les enfants des généraux. Un général qui est déjà mort. Un général que nous, on le connaissait autant de Mobutu, mais ils sont... Elle dit, j'ai passé un mauvais Noël stressé chez la maman là. Mais quand même, ses enfants étaient venus comme c'est chez eux. Ils ont ouvert des champagnes, ils ont bu, ils ont fait la fête, ils ont fait du bruit. Ce sont ses enfants. Ce sont des papas-enfants. Hein? Ce sont ses enfants. Il a resté ses petits-enfants, mamie. Elle dit, tu vois, même avec les enfants, elle ne parle pas. Elle est comme un gorille. Elle est assise là. Elle dit, il y a des familles hein, où tous les jours, on dit que la coutume, mais il y a des mères coutumières. Elle est chef coutumière de sa famille. Elle est déjà assise là comme ça. Elle vous regarde. Elle vous terrorise. C'est l'histoire de maman Lina, qui a voulu partager en nous disant qu'elle est très consciente que dans son mariage, comme elle est assise là, ce n'est pas son mari qui a les derniers mots. Non, c'est la grande sœur de son mari qui a les derniers mots. Et comme elle ne veut pas de casse-tête, elle a les enfants, elle est résignée à ça. Elle dit, tu vois, comme l'invitation du 25, je ne pouvais même pas m'opposer. Dire que moi, je ne vais pas aller en Belgique. J'ai prié même qu'au travail, ce soit mon shift, que j'aille travailler. Non. Déjà, si tu ne viens pas, c'est le sabotage. Vous allez en Belgique, vous tous, vous savez que vous allez fêter chez elle. Comment toi, tu as pris le travail ces jours-là? Tu vas te créer des problèmes. Mais elle dit, c'était aussi tombé qu'elle ne travaillait pas. Donc, ils sont partis fêter chez elle en Belgique. La personne qui a les derniers mots dans ton couple. Mais jusque-là, elle n'a pas encore créé des problèmes. Elles sont bien, elles sont à distance. Et heureusement qu'eux, ils habitent à Paris. C'est son partage, c'est son histoire. Merci beaucoup, Maman Lina, de nous avoir partagé cette histoire, cette expérience, pour savoir qu'il y a des personnes que dans la vie, il ne faut pas blesser. Il y a des personnes qui nous aident, que quand tu les blesses, c'est jusqu'à la mort. Il y a des gens qui ont des caractères en béton que tu ne peux pas changer. Que quand il a dit non, c'est plus non même que Satan le diable. Il dit c'est comme ça que la maman là est. Ils sont grands, mais ils sont traumatisés par leur grande sœur qui a 70 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est leur histoire, c'est leur famille. Mais jusqu'à là, elle résiste. Elle est dans cette famille-là. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. En sachant qu'ici, on partage des expériences de vie. Notre maman nous a partagé son expérience dans son couple, dans sa vie de mariage, qu'on apprécie beaucoup parce qu'on apprend tous les jours. On est enseigné tous les jours. Ça nous surprend de moins en moins. Quand on va aller rencontrer des situations difficiles, on ne sera pas surpris en sachant qu'il y a des gens qui ont déjà vu pire. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça et que ça existe. Merci à vous tous. En vous remerciant, je vous souhaite une bonne soirée. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.